Bienvenue dans ce deuxième volume de MV Podcast. Toutes nos excuses sur cet épisode, on a un petit freeze avec la caméra par moment. Au début pas trop, puis à la fin c'est très prenant. Ce sera un problème qui sera réglé dans l'épisode numéro 3 si tout va bien. En tout cas, je t'invite à écouter ce podcast et à laisser de côté la vidéo. Bonne écoute à toi. Et c'est juste que le remote m'a donné ce truc plus facile de pouvoir démarrer une carrière internationale sans toute la logistique qu'il y a à gérer, tu vois. Si ta conjointe est là, où est-ce qu'elle va bosser, dans quelle école tu vas mettre ton gosse, etc. Et de te focus sur les skills. Parce que ça, c'est pas forcément fait de la manière dans laquelle on peut penser. Donc j'étais en France, j'ai envoyé quelques CV, on m'a dit oui, j'ai pris l'avion, c'était fini. Non, c'est pas fait comme ça, c'est plutôt l'inverse. Il y a une question à mon avis que tout le monde doit se poser, c'est aujourd'hui tu es sur un contrat donc français et tu bosses pour les US, ou tu es sur un contrat américain et tu bosses pour les US? Yo, bah écoute, today j'ai envie de parler d'un sujet très intéressant depuis qu'on a un gros push du remote. C'est de savoir, quand tu as une carrière internationale, est-ce que c'est mieux d'être on-site, donc comme moi, donc là aujourd'hui je suis en Thaïlande et je bosse pour une boîte thaï et tout. Et toi, finalement, je sais que tu es en France et que tu bosses pour une boîte américaine. Et ça, j'imagine que ça s'est beaucoup démocratisé depuis le Covid en fait. Et je pense que c'est un truc qu'on pourrait vraiment voir, c'est quoi les grosses différences et finalement est-ce que ça vaut le coup de bouger de nos jours ou juste de commencer comme toi tu fais. Exactement, super sujet qui moi me tient bien à cœur et je vais expliquer juste après pourquoi. Juste avant de démarrer sur le sujet, bienvenue sur MV Podcast. Le podcast où on parle du dev sans frontières en fait. Du dev où on va travailler où on veut, où on va dans les boîtes qui nous font plaisir, où on se limite pas du coup à la France ou à quelques pays que ce soit. Et ce qui est justement intéressant, c'est que Olivier, toi t'as un parcours du coup carrière internationale mais on-site. Et moi du coup j'ai un parcours un peu différent puisque je travaille pour une boîte américaine depuis la France, comme tu l'as dit. Et puis on n'a pas commencé le dev en même temps. Donc on a pensé que c'était intéressant du coup de partager en général avec vous toutes les problématiques autour du dev en carrière internationale. Et pour du coup démarrer le sujet, moi je dois dire que tant mieux cette histoire de Covid et de remote, malgré tout le mal que ça a pu faire, etc. Parce que moi j'avais peur en fait. Enfin, je savais qu'il fallait que je bouge, je savais que je le ferais et je savais pas comment. Et c'est juste que le remote m'a donné ce truc plus facile de pouvoir démarrer une carrière internationale sans toute la logistique qu'il y a à gérer, tu vois. Si ta conjointe est là, où est-ce qu'elle va bosser, dans quelle école tu vas mettre ton gosse, etc. Et de te focus. Et du coup, on pourra mettre un lien du podcast de la semaine d'avant où on parlait d'une skill en particulier qui peut être intéressante quand on bouge, mais tu peux te focus justement purement sur la connaissance, sur les skills, sur ta capacité en fait à être bon à l'international sans avoir à bouger quoi. Et donc du coup c'est comme si tu faisais divide and conquer. C'est comme si tu disais d'abord je vais bosser ça et peut-être qu'après comme je me sentirais déjà hyper à l'aise, que j'aurais vachement l'habitude, gérer la logistique ensuite, il reste que ça à gérer quoi. Tu choisis le pays dans lequel tu vas et ça pour moi c'est hyper c'est un bonus quoi, tu vois. Alors que si on prend ton cas à toi, et je vais être content de t'entendre parler, le change il est beaucoup plus violent, le shift il est drastique. Ouais, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en perspective, comme tu l'as dit, il y a le côté familial, tu vois. Donc moi déjà quand j'ai bougé, donc j'avais déjà moins de liens, donc c'est beaucoup plus facile, tu vois. Donc quand t'es tout seul, quand tu te focuses que sur toi et tu regardes que de l'avant, donc ça c'était le côté cool. Mais après, pour mon cas à moi, ça a été aussi assez particulier parce que ça s'est pas forcément fait de la manière dans laquelle on peut penser. Donc j'étais en France, j'ai envoyé quelques CV, on m'a dit oui, j'ai pris l'avion, c'était fini. Non, c'est pas fait comme ça, c'est plutôt l'inverse.
J'étais sur place. J'étais sur place et les circonstances ont fait que tu discutes avec des gens et puis voilà quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut mettre en perspective, c'est le côté où si tu es sur place, les gens aussi te voient, ils voient vraiment ce que tu peux apporter, tu vois. Et je pense que pour ton cas, là où si t'es pas sur place, c'est en remote, c'est vraiment le core skills pur. C'est-à-dire à quel point t'es une brute, comment tu peux communiquer, comment tu peux faire avancer les choses. Tu deviens vraiment un mec qui est quelque part, qui contribue au projet. Mais t'es pas vraiment le gars qui est physiquement là et tu vois, qui va être une part de la boîte. Enfin, je sais pas après comment ça se passe toi avec tes équipes, mais comment tu crées des liens et tout. Alors déjà, je voulais dire que en fait, ce côté où tu vas avoir une partie séduction avec les HR ou le CTO et tout, ça se fait mais via Zoom quoi. Donc tout de suite, et déjà en fait, si t'as le Zoom, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose de particulier quoi. Moi, pour le cadre par exemple de Postman, l'exemple c'est j'avais contribué sur Babel, du coup ils m'ont rattrapé comme ça. J'avais déjà dit dans le podcast d'avant. Et donc du coup, c'est parce qu'ils avaient un intérêt à ce que je vienne bosser pour eux qu'on a eu une discussion. Et ensuite, tu vas faire ce que tu pourrais faire sur place au niveau de tes entretiens, mais c'est pas garanti quoi, tu vois. Parce que c'est du distanciel, parce qu'ils sont là pour aller pareil. Sur l'entretien, ils ont un entretien qui a un but très précis. C'est d'aller te chercher soit sur du design system, soit sur de l'algo, soit sur des questions de culture générale du dev, soit pour voir comment en termes de management, est-ce que tu vas être docile, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas être un problème ou pas pour eux. Et donc du coup, en fait, t'es très focus sur un truc et t'as pas toute la période où t'attends en bas du building, tu montes dans l'ascenseur, tu peux parler un peu, tu vois, où il y a un truc un peu off. Après l'entretien, vous parlez de sujets et d'autres. Et moi je pense que chez Payfit ça m'avait grave aidé, tu vois, à l'époque quand j'avais été pris, parce qu'on parlait de Rust avec le gars en off et tout, et on a senti qu'on s'entendrait bien, tu vois. Et c'était un super point, tu vois. Exactement. Donc après, quand tu rentres, moi j'ai pas eu ce truc là en fait, c'était purement sur ce que j'allais faire et que ça quoi en fait. Que sur le score kills comme tu l'as dit, et pas sur autre chose. Et je dois avouer qu'effectivement toutes les en fait ça s'est bien passé au global, mais de fait d'être en distanciel, c'est ça qui était dur, c'est que t'attends, on te file un lien Zoom, tu prouves ce que tu dois, puis tu dois attendre peut-être 2 jours avant qu'on te dise si tu vas avoir l'autre lien Zoom pour la réunion d'après, un peu comme sur un entretien plus classique, mais sauf que là il y a tout ce truc très froid, très distance, tu peux pas avoir le recruteur au téléphone, t'es tout seul. Tu vois, c'est vraiment psychologiquement. En fait, je pense que tu peux pas ressentir l'énergie. Tu vois. C'est ça. C'est différent. C'est compliqué de la palper. C'est vraiment compliqué de la palper. Et tu peux imaginer qu'en plus, c'est une connerie, mais tu fais une interview avec une boîte au State et tu fais une interview avec une boîte en Allemagne. L'énergie va être totalement différente. C'est pas le même truc. Et ouais, c'est vrai. Je me suis déjà. L'énergie est totalement différente. Je me rappelle qu'une fois, j'avais été avec. Pour une autre boîte, je donnerai pas le nom. Premier entretien, c'était 2 Allemands, donc des Européens. Et c'était très scolaire. Très, 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 très scolaire. Et j'ai eu d'autres entretiens, c'était avec des Canaries. Et c'était beaucoup plus. Dis-moi des trucs sur toi, qu'on se connaisse, qu'on voit si. Cherchons quelque chose en commun qu'on a. Et c'est pas du tout la même énergie du coup effectivement, et c'est ça que j'avais eu l'habitude dans les entretiens aussi en France, où franchement jusque là j'en étais très bienveillant et tout, alors que là pour Postman je me sentais plus livré à moi-même. Il faut patienter, je crois que tout le process il a duré 1 mois, et puis voilà, et puis j'avais aussi plein de craintes par rapport à l'anglais, par rapport à tout ça, et c'est une des limites peut-être de la chose. C'est que quand t'es sur place, par exemple tu vas aller aux États-Unis pendant 1 mois et tu vas avoir peut-être 3-4 jours de discussion de dev, mais pendant 1 mois t'es en immersion, tu te chauffes un peu. Exactement. Tu vois, ton cerveau il s'imprègne de tous les réflexes que tu dois avoir linguistiques, ça crée les chemins dans ton cerveau, de ce que voilà, quand t'es en distanciel t'as pas ce petit tremplin dont t'aurais besoin pour être bon dans l'entretien en fait.
Et c'est ça la limite en fait aussi du truc, tu vois. C'est que si on reprend le podcast de la dernière fois, on parlait de l'anglais. Si vraiment c'est important et que c'est un point faible, c'est peut-être plus intéressant d'aller sur place, de pratiquer la langue, etc. Que ce soit l'anglais d'ailleurs avec des natifs ou même des locaux, si tu prends l'exemple de la Thaïlande, et de se mettre un peu dans ce bain-là. Et c'est peut-être plus simple du coup parce que tu peux aller sur place, tu peux rencontrer les gens, et t'as pas le même levier en fait finalement. Qu'en distanciel, c'est qu'est-ce que t'as produit et c'est tout. Et si t'as pas encore ce bagage-là, bah c'est plus galère quoi. Ouais, non, c'est exactement ça, et c'est pour ça que moi j'allais de rebondir sur le côté énergie, tu vois, parce que pour revenir dans le détail, moi en fait comment ça s'était passé, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'à la base moi j'étais aux États-Unis pour des vacances, juste un petit mois, tranquille. D'accord, ok. Et le premier week-end, pour une raison obscure, je me suis inscrit à un hackathon. Donc là, j'ai commencé à prendre de l'énergie. Exactement. Et finalement, on a gagné le hackathon, tu vois. Donc ça a forcément changé tout mon trip qui n'était forcément pas planifié. Ça serait à l'arrache. C'est ouf ça. Donc si je me retrouvais dans un hackathon, c'est parce que j'avais rien planifié. Donc c'est ça le truc, tu vois. C'est peut-être ça, ouais. Donc, mais forcément, quand je parle d'énergie, c'était ça en fait. Donc j'ai vu tout de suite l'énergie, j'ai vu comment contribuer dans une équipe, tu vois, ce que je pouvais apporter même avec mon anglais cassé, tu vois. C'est très 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 bien, et c'est comme ça que j'ai commencé de fil en aiguille à connecter avec de plus en plus de gens. Et puis, comme on l'a dit en fait, c'est comment tu arrives à jouer sur tes atouts, tu vois, sur lesquels tu as de la confiance, et que tu vas beaucoup plus mettre en avant. Et après, le reste, tu vois, tu essayes de cacher, tu essayes de, voilà. Ouais, tu fais ce que tu fais en entretien, et je pense qu'on n'apprend rien à personne là. Si vous avez passé des entretiens, même pour des stages, vous essayez de sortir ce qui est bien, essayez de cacher ce qui est moins bien. Donc ça, il n'y a pas de... sur ça, il n'y a pas de secret. Il y a aussi une autre limite à ce truc de remote, c'est que des fois, tu sais, tu peux avoir des avantages à bouger. Des fois, si par exemple, parce je vais reparler d'un autre avantage du coup d'être en remote à fond, c'est que tu peux décider de bosser pour une boîte à New York City et d'aller vivre en Sardaigne. Alors que tu viens de Boulogne-Billancourt, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux faire ça. Ouais. Par contre, dans certains pays et tout, il y a des histoires de visa, ils vont être implantés quelque part, etc. Tu peux avoir des avantages à bouger dans ce pays-là, des avantages ils peuvent te payer une caisse, je sais pas ce que ça peut être, un vélo, tu vois. Et des fois, le fait de bouger, d'aller dans le pays, d'être comme les autres employés, t'as les mêmes avantages qu'eux, etc. Et tu vois, chez Postman, c'est très segmenté, tu vois. T'as India, US, et il y a un truc qui s'appelle The Rest of the World. Et nous, on a des conditions, tu vois, très différentes. Et après, des fois, on a des trucs spécifiques pour la France, etc. Mais je pense que, du coup, ça, c'est mortel, parce que t'as tout ça. Mais des fois, ouais, si tu veux aller vivre à Dubaï par exemple et bosser pour une boîte aux US, c'est un peu chiant, tu vois. Enfin, ouais. Il faudrait que tu arrives à avoir un visa à Dubaï du coup. Alors c'est peut-être possible, hein, je crois qu'il y a des moyens d'y arriver. Mais si tu vas bosser pour une boîte là-bas, ils te font ton visa, c'est ton sponsor. Ils vont peut-être te payer aussi un mois pour t'installer. Donc des fois, choisir le même pays et être au même endroit un peu comme toi t'as fait, ça a d'autres avantages qu'on soupçonne pas forcément, tu vois. Mais il y a une question à mon avis que tout le monde doit se poser, c'est aujourd'hui tu es sur un contrat donc français et tu bosses pour les US, ou tu es sur un contrat américain et tu bosses pour les US? C'est compliqué. Comment ça se copie tout ça? C'est très compliqué. Je sais pas quel micmac. En fait, j'ai un contrat avec une boîte française qui est une succursale de Postman au UK, si j'ai bien cru comprendre. Okay. Donc je pense qu'avec les accords entre les pays là, trucs bilatéraux entre deux pays, je pense que du coup, et par contre quand mon virement il vient de Postdot Ltd UK London machin, donc du coup je suis payé du UK, mais j'ai un vrai contrat français par contre pour le coup, un vrai contrat français. Je paye, j'ai mon truc prélèvement à la source, etc. Donc le premier mois ils se sont synchronisés. Au début il y avait pas, deux premiers mois ils étaient dans les choux, après ils ont réussi à se synchroniser parce que pareil je suis l'employé 00001 de Postman, tu vois. Donc le en premier France, français habitant en France, ouais. Parce qu'il y a d'autres Français qui étaient au UK ou au Portugal et tout. Mais moi, je suis le premier vraiment français en France. Je crois qu'on n'est pas beaucoup, on doit être à peine 5. Hein. Français en France, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup de Français chez Postman. Donc, je crois qu'on a un groupe, Et maintenant on donc, est une dizaine. Mais... Et donc, j'imagine que si tu me dis ça, ça veut dire que tu bosses aussi sur des heures françaises, donc tu te synchronises pas avec ton équipe, oui et non. Enfin, comment ça se passe? Si. Alors, ça c'est aussi la complexité du remote, et tu vois, c'est un point auquel j'avais pas du tout pensé. Enfin, d'en discuter du moins. En fait, il y a un mec qui est au Japon. Il y en a 3 qui sont en Inde. Il y a moi en France, un autre en Italie, et on a un autre en Argentine, et on a un autre à Santa Monica. Dans la même équipe. Dans la même équipe. Ok. Donc en fait, il y a ceux qui sont aux extrêmes, c'est ceux qui doivent le plus se synchroniser, mais entre la France et l'Inde, on a pas mal de time slots en commun, donc on a un peu l'habitude. Donc en fait, on essaie de faire, on a deux meetings par semaine. Il y en a un qui est plutôt assez tôt, qui est genre à 13h30, tu vois. Et donc, Santa Monica, c'est un peu compliqué pour lui d'y assister. Celui de l'Argentine, il est là. Le japonais, celui qui est au Japon, il est là. Et on en a un autre où c'est plus compliqué pour l'Argentin, où c'est plus facile pour l'Argentin, machin. Ouais, pour moi, c'est pareil, c'est plus compliqué pour les Indiens. Et le japonais, il est quasiment pas là non plus. Donc c'est l'inverse, tu vois. Et du coup, on en a 2 comme ça, et on accepte que certains puissent pas venir à l'un, puissent venir à l'autre. Mais moi, le plus tôt du meeting, il est à 13h30, et le plus tard, il est à 16h30. Donc pour moi, c'est parfait. Mais dans la première équipe où j'étais, beaucoup de team meetings qu'on avait, c'était commencé à 6h30. Ouais. Donc j'ai eu une période où j'avais à me synchroniser. Et après, j'ai changé d'équipe. Et je préfère ça, très honnêtement. Parce qu'en fait, mais pour revenir à ma question principale, donc tu fais vraiment du 9h, 6h. Ah oui, tu parlais de mes horaires, parce que je suis resté sur la synchro, excuse-moi. En fait, ça dépend. Ça dépend un peu de est-ce que... Si je sais qu'il y a des meetings qui vont tirer vers le soir, j'ai tendance à tirer ma journée un peu vers le soir. Et moi, tu vois, j'ai vraiment... Mes horaires, ils sont très distribués, tu vois. Donc je peux commencer... si je veux, des fois avant le petit-déj et tout, s'il y a des trucs que je veux faire, mais c'est rare maintenant. En général, c'est plutôt des projets perso. Mais je vais vraiment commencer à 8h30 jusqu'à ce que j'ai envie soit d'aller faire du sport, ou alors je vais faire du sport à 8h30, après j'enchaîne. Et après, comme je dois aller chercher mon fils à 16h30, j'ai un break quoi qu'il arrive, et en général, je repousse après, une fois qu'il est rentré et qu'il joue un peu, je vais repousser un petit peu, et je vais aller pousser jusqu'à du 18h30 max. Ouais, je pense que c'est ça peut-être la complexité, c'est que le côté remote, il y a un côté un peu très intrusif, tu vois, dans ta vie perso, où tu dois vraiment synchroniser ton agenda personnel et ton agenda pro. Je pense que ça, c'est peut-être l'un des trucs les plus chauds, quoi. Surtout si tu dois pousser pour des gros trucs techniques et des grosses communications. Exactement. Et puis en plus, gérer le fait il y en a si tu veux parler avec le mec qui est au Japon et qu'il est déjà à 16h30, pour lui, c'est déjà une horreur, tu vois, d'être là. Une fois, on a fini un call à 17h30. Il disait qu'il était 1h du match chez lui. Tu vois, c'est... Ouais. Et du coup, c'est un peu, tu vois, ces trucs-là, c'est un peu... Ou même des fois, les US qui te mettent des meetings à 19h30 sur des trucs all ends, tu vois. 19h30, c'est bon. Dans ma tête, je m'occupe de mon fils ou je fais autre chose, quoi, tu vois. Donc, ça a ce côté intrusif, mais j'ai la chance d'avoir un manager, moi, qui est très focus sur les résultats. Et du coup, la discussion se tourne plus autour de mais Tony il délivre, donc tu vois, je veux pas. Finalement, s'il y a une matinée, je décide de pas bosser 2 heures pour faire un autre truc perso, mais qu'après, je finis tout ce que j'avais à faire, qu'on est dans les temps et tout, il n'y a pas de. C'est un des avantages aussi à être à l'international. Je spoil, je vais pas sur un autre sujet, mais c'est full focus sur les résultats. Ok. Et toi, du coup, donc toi, t'es en remote, mais t'es en remote de temps en temps depuis le même pays où t'es, et t'es de temps en temps on-site. Donc du coup, ces problématiques de synchro, je pense qu'elles sont inexistantes. On fait plus de synchro tous les deux quand on veut se parler, finalement, que peut-être quand tu en fais au taf, quoi. Non, après, il y a oui et non. Ça veut dire que si on reprend la cause principale du Covid, ça aussi, nous, localement, ça nous a permis d'être beaucoup plus ouverts en termes
en termes de comment on veut travailler avec des gens. Donc maintenant, on se retrouve à travailler avec beaucoup de gens qui sont, tu vois, dans d'autres pays, tu vois. Donc typiquement, là, on a une boîte avec qui on fait du partnership qui est en Nouvelle-Zélande, tu vois, en Australie, une autre qui est aux États-Unis. Donc forcément, voilà, ça commence à être compliqué un petit peu avec eux. Mais là où il y a un gros, comme je disais, il y a un gros avantage quand même, c'est quand tu es sur place, c'est le côté culturel, tu vois. Parce que je dis un truc con, mais même si je suis dans le même pays, et des fois je vais faire 2 semaines en remote, tu vois, et je vais revenir au bureau 2 semaines après, faire un meeting avec tes gars dans la même salle, tu vois, ça crée des liens, tu vois, faut pas se mentir. Même si tu dis exactement la même chose qu'en remote, ça crée des liens. Parce qu'après le meeting, tu vas continuer, tu vas prendre l'ascenseur ensemble, peut-être tu vas le voir au mec pendant ta pause déj, enfin tu vois, tu crées des liens des fois avec des gens où tu peux quand même avoir des conflits, où tu peux avoir quelques tensions. Tu vois, je pense que c'est important parce que, enfin, je dis un truc con, mais par exemple, en France, tu vois, on a une façon de penser, tu vois, culturellement. Je prends le plus gros exemple qu'on me donne souvent, c'est on a beaucoup de sarcasme, tu vois. Donc nous, on va dire des trucs sarcastiques naturellement, tu vois. Et dans d'autres cultures, ben, le sarcasme, c'est pris au premier degré. Donc le mec, il va dire, il va pas comprendre, tu vois, ton sarcasme. Pourquoi tu dis un truc comme ça? C'est méchant, putain, tu vois. T'es pas un mec cool. Voilà. Mais le fait que le mec soit à côté de toi, il voit, t'es souriant, tu rigoles, enfin tu vois, t'es dans une énergie positive, tu vois, il va déjà prendre ton côté culturel, il va pas rester de son côté chez lui, tu vois, dans sa bulle, dans ta bulle, tu vois. Donc, je pense que c'est assez important. Après, je dis ça spécialement parce que moi, je suis en Asie et c'est vraiment une culture opposée de la nôtre, tu vois. Donc ça devient très très important et on le voit souvent avec des partenaires avec qui on travaille, ben, ça va matcher ou pas. Dès le début, on regarde si culturellement les mecs vont réussir à bosser avec nous en fait. Tu vois, c'est pas que le core skills. Intéressant. Mais et du coup, je fais un point qui a peut-être rien à voir, mais si effectivement ton truc c'est de t'imprégner de la culture que tu veux, on parlait de s'ouvrir au monde la dernière fois pour l'anglais, tu vois. Bah bouger, tu vas vivre autre chose. Parce que même en tant qu'humain, finalement, ce côté où t'es un peu challengé sur tes habitudes de vie, c'est une forme de skill en fait. Parce que dans le boulot, tu peux être aussi sous pression par rapport à des choses qu'on va te demander, changer de techno, de langage, de pattern, de machin. Et tu peux avoir cette habitude peut-être à vouloir être dans un truc très routinier. Et le fait de bouger déjà en soi, tu vois, d'un point de vue plus macro, parce que là je parle à l'échelle d'une mission, mais d'un point de vue macro, ça va te permettre de sortir de cette zone de confort, mais sur un autre aspect que l'aspect technique. Et je pense que ça diversifie un petit peu ce côté-là. Et je crois que c'est un vrai point positif, quoi. Parce que toi, cette culture asiatique, tu l'apprécies finalement. Oui, elle t'apporte forcément dans ta façon de voir et de te comporter avec les autres, quoi. C'est clair, c'est comme tout, comme tu dis, c'est un skill, c'est-à-dire il y a des gens, ben, c'est quelque chose qu'ils vont apprécier, et il y a d'autres gens, ben, ils vont pas apprécier, donc ils vont juste rester là 6 mois, 1 an, et ils vont se dire, ouais, non, c'est pas mon délire, je préfère vraiment bosser à la française, ou à l'américaine, ou autre, et voilà, et c'est tout à chacun, en fait, de s'adapter, tu vois, il n'y a pas de formule secrète, quoi. Mais ouais, ça m'avait fait un petit peu ça aussi au début, quand il y a eu la concurrence à l'international et tout, que tu changes de boîte. Tu te rappelles de plein de trucs que tu faisais avant, que tu fais plus là. Et au début, ça va te pousser un peu à dire non, faut que je revienne et tout. Conseil, il faut serrer un peu les dents. Comme disait Olivier à un moment, serre les dents. Et parce qu'au bout, il y a toujours quelque chose des fois de mieux. Faut patienter un peu. Mais ouais, c'est un bon point ce que tu dis. En tout cas, être sur place pour la culture, etc. Alors, je sais pas si. Vas-y, dis-moi. Non, je vais juste te dire, je pense que le contexte, ça joue beaucoup. Je pense c'est quand tu te retrouves quelque part où tu as toutes tes habitudes qui sont chamboulées, il y a un gros contexte qui te permet de mettre beaucoup de résistance, beaucoup de barrières de ton côté. Donc c'est comment tu t'assois et tu commences à dire, bon, faut que je sois un observeur, faut que je regarde ce qui se passe et je comprenne pourquoi ce mec-là il agit comme ça, pourquoi ce mec-là il agit comme ça. Et là, tu vois, tu commences à créer ton petit lien et tu commences à casser toutes tes résistances. Mais au début, c'est dur. Franchement, intéressant. Il n'y a pas de secret. Du coup, est-ce qu'il y avait un autre point que tu voulais mentionner ou pas? Parce que moi j'ai une question. Non, vas-y, je t'en prie. Finalement, overall, si t'avais un
conseil à donner à un jeune dev qui là se dit ok, je veux bouger, je veux faire une carrière plus internationale, j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai envie de rencontrer plein de monde, j'ai envie de bosser sur des technos différentes. Voilà, qu'est-ce que tu lui conseilles? Remote, ensuite expat, l'inverse. Qu'est-ce que serait quoi ton conseil finalement si je veux dire à un mec écoute, moi je te conseille de faire ça. Faut être opinionated. Hein. Ouais, je non, rigole, non. tu fais ce que tu veux. Non, je pense que faut déjà commencer avec du remote, forcément, donc connecter avec du monde. Prenons peut-être l'exemple des gamers, tu vois. Ça veut dire, moi, il y a un truc qui me fascine en ce moment, c'est tous ces gamers, c'est que tu as un petit gamin de 13 ans, il va devenir fluent en anglais en 1 an et demi juste parce qu'il game toute la journée avec des mecs qui sont aux States, tu vois. Ouais. Et après, petit à petit, il se fait drafter, puis il va aux States, et voilà, enfin, tu vois, il fait toute sa carrière comme ça, tu vois. Voilà, exactement. Donc, je pense que ça, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, on a la chance de se faire remarquer, surtout la French Touch, c'est assez connu. Donc, je pense que ça, c'est cool. Maintenant, c'est pour les gens qui ont moins froid aux yeux, et qui se disent, ouais, non, moi, j'ai vraiment envie d'aller dans ce pays parce que c'est ce pays que je kiffe. Et après, je peux bosser là-bas. Mais je peux bosser de là-bas pour la France ou je peux bosser là-bas dans ce pays. Enfin, tu vois, là, vraiment, faut sauter le pas. Mais se dire, je veux bosser dans ce pays, pour ce pays et j'y vais, enfin, tu vois, tout lâcher, c'est pas évident, c'est faisable, mais faut avoir un bon core skills. Voilà, faut avoir un bon 4-50 dev dans les côtes easy. Et quand tu y vas, tu sais que t'es chaud et quand tu t'assois à la table des gars, ben, tu sais ce que t'apportes, quoi. Mais si tu vas trop tôt, tu vas te faire cramer. Et forcément l'expérience sera un peu différente. C'est mon opinion. J'avoue que moi je vais scoper à t'as déjà des skills. Je pars du principe qu'effectivement si t'as pas de skills, une fois il y avait mon pote qui était dans un groupe français Facebook pour les expats français à Dubaï, puis il y a un mec qui est venu, ouais bonjour, j'ai pas de diplôme, j'ai pas encore d'expérience mais je veux venir à Dubaï. Et on dit pas non. Reste là quoi, parce que la concurrence ici elle est vénère, donc si tu veux poser un truc, il faut que tu poses un truc sérieux sur la table. C'est en guise d'introduction. Donc pour moi effectivement la skill je le mettais pas forcément dans le scope, mais pour moi c'est si t'as tes skills et que t'es jeune, tu vois, moi je ferais l'inverse. J'irais d'abord, et peu importe où tu vas en fait, prends juste un endroit où ça va jacter en anglais, où tu vas être en immersion là-dedans, tu vois. Donc, toi t'as fait le pas des US, je pense que c'est un des plus logiques, mais ça peut être le UK. Ça peut être quelque part où tu as cette culture un peu anglo-saxonne et tu vas te former aussi à la culture, etc. Et en fait, quand tu iras ailleurs, toutes tes capacités à t'exprimer, tout ça te servira un peu partout, tu vois. Je pense que c'est mieux de commencer par les US pour l'anglais que commencer par la Thaïlande pour l'anglais, parce que tu vois, l'anglais est beaucoup plus spécifique, etc. Et quand tu vas ensuite, si tu veux bouger aux US, tu vas ramer une deuxième fois et tout. Mais je me dis qu'en fait, c'est au contraire de se lancer, parce que quand t'es plus jeune, bah, t'as pas toutes les contraintes que t'as. Et une fois que t'as un peu t'as pris cette facilité-là, tu peux dire, bon, bah, maintenant j'ai envie de me reposer, ça peut être en France ou ailleurs, et là je fais du remote depuis tel pays, et je cherche du boulot en remote à l'international depuis tel pays. Oui. Et parce que tu t'es trouvé en fait un petit peu. Maintenant effectivement clair. Si je devais répondre à une question à quelqu'un qui a déjà tu vois qui est en reconversion un peu tardive comme moi, qui a déjà tu vois 3 enfants etc, effectivement ça va être focus core skill, ensuite réseaux sociaux, GitHub etc, open source pour essayer d'exposer un maximum son travail, et ensuite effectivement de commencer un postuler en remote, et si vraiment il y a une porte qui s'ouvre et que tu peux faire jumper toute la famille de manière safe, bon bah là oui là tu jumps si c'est ton souhait, encore une fois, parce que faut bien des mecs faire des carrières après, sans bouger quoi. Après faut faire juste attention à quand tu dis quand t'es jeune, parce que faut pas oublier, et je pense que tu l'as vu aussi, c'est que même à l'international l'âge ça compte, tu vois. Ça veut dire que sauf si vraiment t'as 21, 22 ans et t'es vraiment très chaud, pas précisé. Okay. Ça va être compliqué de trouver quelque chose, parce que à 21 ans, 22 ans, tu te construis et tu vas aussi te heurter à la compétition locale de 21 ans, 22 ans qui aura peut-être les mêmes skills que toi. Donc ça, c'est aussi... ouais, peut-être que pour des stages et des trucs comme ça, c'est peut-être
moins le cas. Ouais. Mais pour du vrai job, ouais, peut-être que c'est plus. Après, en général, à 21-22 ans, t'as pas fini tes études, quoi. Donc, limite, si on devait donner un conseil à un mec de 21-22 ans, c'est fais un stage ou fais un truc à l'étranger. C'est peut-être par là que tu devrais commencer. Si ton désir de carrière internationale est là, bah, n'attends pas d'être dans ta carrière, en fait. Commence dès que tu peux faire tes études, faire un stage, Exactement. je sais pas, tu vois. T'imprégner de la culture. Tout. J'ai fait un stage à New York en 2008. Ok, je crois, la crise. 2008. Ouais, année de la crise et tout. Je crois que c'était 2007 en fait. Ok. C'était 2007, genre l'hiver ou mars 2008. L'année où je devais passer mon bac, tu vois. Et la claque que j'ai prise, c'est juste d'aller de pas pouvoir m'exprimer, quoi. Ça aussi, c'était une claque. Ouais. La première claque, en fait. La dernière fois, j'ai parlé de ma formation d'ingé son, mais avant ça, déjà, quand j'étais à New York, c'était encore plus éclaté que ça. J'étais en terminale et je voyais que vraiment, ça fait 8 ans que tu fais de l'anglais, tu te poses des questions sur toi-même, quoi, tu vois. Et plus tôt tu fais ça, plus vite t'en es conscient, tu vois. C'était un stage d'une semaine, c'était des trucs, tu sais, un peu mytho là. C'était une semaine, ça va, tu stage officiel en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas trop souffert. Bah écoute, je crois qu'on a bien avancé. Je sais pas ce que t'en dis. Bah écoute, moi je suis content. Je me posais pas mal de questions sur ton statut, donc déjà c'est beaucoup plus clair, tu vois. Et peut-être une dernière question que j'ai, c'est tu dois longtemps rester dans ce statut-là, ou comment tu vois un petit peu le futur? Est-ce que c'est quelque chose que je trouve bien? En fait, moi, les fois par exemple où je discutais avec toi, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fous là? C'est sincère, après c'est très opinionated ce que je veux dire. Je me disais, mais franchement, bah, tu vois, changer de cadre de vie, être un peu plus souvent au soleil, tu vois, avoir un mode de vie un peu plus chill et tout, je me disais, non mais en fait, avec le temps c'est plus ça dont j'ai envie. Et du coup, ouais, j'avais toujours ce regret, tu vois. Après, depuis que je suis chez Postman, ça me fait un peu moins ça parce que j'ai ce côté un peu porte d'entrée maintenant. Donc j'ai plus qu'à un peu à me décider. J'ai encore moins peur qu'avant parce que j'ai fait cette découpe dont je parlais au début. Skill, machin d'un côté et la logistique maintenant. Il n'y a plus que la question logistique, c'est qu'est-ce que je fais de mon appart, qu'est-ce que je fais de ma caisse, qu'est-ce que je fais des trucs qu'il y a dedans. Là, les questions, c'est ça. Est-ce que Postman pourra me laisser aller vivre dans tel pays? Oui, non. Est-ce que c'est mieux de quitter Postman ou est-ce que c'est mieux d'y rester? Là, je suis juste dans ces problématiques-là. Mais maintenant, on va parler avec des suppositions. Si j'étais pas contraint de rester dans une boîte parce que j'ai l'impression que je vais apprendre un truc, ce qui est mon cas aujourd'hui, que je suis en train de bosser sur un truc qui est pour moi le meilleur job que j'ai jamais eu, le meilleur truc que j'ai jamais fait. Si j'en étais pas là, je serais déjà parti. Voilà. Si j'étais simplement sur ce que j'ai fait dans ma première partie de ma carrière, API, front-end, full stack, etc. Avec un peu de DevTools, mais voilà, beaucoup de gros stacks, JS et tout. Je pense que je trouve du taf un peu partout. Et je pense que j'aurais testé Dubaï, tu vois. J'ai 3-4 potes qui sont barrés là-bas. C'est intéressant parce que pour finir sur ça, désolé, je t'ai coupé. Pour finir sur ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis parti, en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de tourner en rond, tu vois, de me dire, je savais j'allais rebondir sur quel job, sur quel truc. Et donc, j'avais cette envie de me dire, j'ai envie de découvrir quelque chose de plus, tu vois, même si je continue à faire la même chose, tu vois, le même job et tout, mais peut-être dans un contexte différent, ça serait peut-être plus sympa, quoi. Yes. Donc tout se rejoint. Exactement. Mais du coup, tout à l'heure, on a dit partir à quel âge, à quel moment. Si tu pars à 21 ans, c'est que tu es sûrement en train de faire tes études, etc. Ça peut être bien de le faire plus tôt. Du coup, ce que je te propose, c'est que la semaine prochaine, quand on se voit, on parle de l'international avec ou sans diplôme. Est-ce que pas mal. Pour du coup bouger, il faut un diplôme, oui, non? Voilà, je pense qu'on doit avoir des avis très tranchés sur la question. Du coup, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour parler de ça.
Je serais très curieux de savoir s'il y en a qui sont du coup en remote international ou qui ont décidé de faire le pas de bouger. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'un ou l'autre qui est préférable? Peut-être que nous on a oublié des trucs parce qu'encore une fois on est très biaisé. Le truc c'est pas de parler de tout et d'avoir la vérité absolue, mais c'est juste de donner nos avis et d'échanger autour de ça. Donc si vous avez d'autres points de vue, les commentaires sont là pour ça. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Ciao Olivier. Super. Ciao.